Les thèmes du 22h ce soir, début du procès de l'ancien PDG de Vivendi Universal. Jean-Marie Messier, mis en examen pour présentation de comptes inexacts et diffusion d'informations trompeuses, parle surtout aujourd'hui de malchance. Retour sur cette affaire avec Jean-Louis Gombault. Peut-on parler d'un regain de violence après le braquage hier d'un fourgon à Marseille ou encore le récent vol de bijoux par un commando lourdement armé? Eh bien, c'est le débat du 22h. À trop parler des retraites et des seniors, a-t-on occulté ces derniers temps les difficultés que rencontrent les jeunes aujourd'hui? Notre invité pour en parler dans un instant, c'est le ministre de la Jeunesse, Marc-Philippe Daubresse. Et on commence ce journal par Israël qui accepte finalement, sous la pression internationale, de libérer tous les membres de la flottille qui étaient encore détenus sur place. Déjà 120 ressortissants arabes sont arrivés en Jordanie. Et plus généralement, tous les détenus sont sortis aujourd'hui de la prison de Beersheba en vue de leur rapatriement. Paris, bien sûr, attend ses ressortissants. Et ce soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a défendu le maintien du blocus maritime autour de la bande de Gaza afin d'éviter, dit-il, que Gaza devienne un port iranien menaçant la Méditerranée. À noter également cette autre information, au lendemain de cet assaut meurtrier, eh bien, un nouveau bateau se dirige actuellement vers Gaza. Il est en route, il est parti hier depuis Chypre et sera bientôt rejoint par un autre navire. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de cette actualité depuis Israël. Également ce soir dans l'actualité, eh bien c'est plutôt le Sénat qui retire le défenseur des enfants du périmètre du défenseur des droits. Eh bien ça revient simplement à dire que chaque institution va donc garder sa spécificité. Elle occupe cette fonction de défenseur des enfants. Dominique Versini, c'est l'ancienne secrétaire d'État chargée de la lutte contre l'exclusion. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Dominique Versini. Bonsoir. D'abord, quelle est votre réaction? Vous êtes soulagée ce soir? Mais écoutez, je suis vraiment, je suis très soulagée bien sûr, et je tiens absolument à remercier les 175 sénateurs qui ont permis le maintien d'un défenseur des enfants en votant l'amendement présenté par le sénateur UMP Hugues Portelli et le président du groupe centriste Nicolas Abou et 16 sénateurs UMP et centristes. Et aussi avec l'ensemble des sénateurs des groupes socialistes, communistes, partis de gauche qui ont voté cet amendement. Je crois que c'est un vote qui a dépassé toutes les considérations politiques, politiciennes. Dominique Versini, justement, vous vous attendiez à cette bonne nouvelle parce que vous avez beaucoup lutté ces derniers temps justement pour conserver cette spécificité. Écoutez, moi j'ai surtout transmis ma conviction profonde, qui est celle de défenseur des enfants en France et de présidente du réseau européen des 37 défenseurs des enfants en Europe. Ma conviction qui est que la ratification que nous avons faite de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est que nous ne pouvons pas balayer d'un coup de plume l'institution spécialisée défenseur des enfants créée par un vote à l'unanimité en 2000. Donc je crois que c'est extrêmement important. Oui. Tout ce que nous faisons en France dans le domaine de la défense des droits fondamentaux a des conséquences à l'autre bout de la planète. Et à l'autre bout de la planète, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont victimes de la guerre, de la misère et de l'exploitation. Oui. Et quand la France baisse les armes, c'est le reste du monde qui les baisse aussi. Est-ce que vous souhaitez, j'allais dire, la même réponse pour les autres institutions comme la HALD et d'autres? Écoutez, en ce qui me concerne, je pense qu'il est important effectivement de maintenir la spécificité de ces institutions avec lesquelles nous travaillons. Nous travaillons avec la HALD, nous travaillons avec la Commission nationale déontologie et de sécurité. Et c'est vrai que je crois que il me paraît extrêmement important, sans remettre en cause le défenseur des droits qui, en fait, revient en réalité à constitutionnaliser le médiateur de la République, de maintenir la spécificité de ceux qui portent le fanion de certaines atteintes aux droits plus fondamentales que d'autres. Merci beaucoup Dominique Versini pour cette réaction ce soir après donc cette information, puisque c'est le Sénat qui retire le défenseur des enfants du périmètre du défenseur des droits, et vous l'avez compris, donc c'est le défenseur des enfants qui garde sa spécificité et, comme nous l'a dit Dominique Versini, c'est aussi son indépendance. La suite du 22h et tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est en images avec Pierre Brand-Joseph. Qui a dit que le Luxembourg était un État laxiste avec les transactions financières? Dans un rapport dévoilé aujourd'hui par le site Mediapart, la police du Luxembourg évoque le financement de la campagne d'Édouard Balladur à la présidentielle de 1995.
Une partie des rétrocommissions versées dans le cadre de la vente de sous-marins français au Pakistan aurait transité par une société offshore appelée Ain, une filiale de la DCN créée sur autorisation directe du ministre du Budget de l'époque et proche d'Édouard Balladur, un certain Nicolas Sarkozy, le président de la République qui avait qualifié il y a quelques semaines de grotesque toute l'affaire. Ils avaient saccagé la sous-préfecture de Compiègne. Aujourd'hui, la justice a condamné solidairement 6 ouvriers de l'usine Continentale de Clairoy à payer 1 280 €. L'État en réclamait 12 000. Leur avocate parle d'apaisement. Les ouvriers, eux, dénoncent une vengeance. Casser, c'est pas la solution, je le répète. Mais par contre, ça peut expliquer toute la colère, toute la détresse des gens qui subissent ça au jour le jour sur tout le territoire. L'usine Continentale employait 1220 salariés. Elle a fermé début 2010 après plusieurs mois de lutte. Les ouvriers avaient obtenu 50 000 € d'indemnité supplémentaire. Voilà ce qui s'appelle une belle augmentation. Les PV pour défaut de paiement de stationnement pourraient bientôt passer de 11 à 20 €. Certains élus ont fait leurs calculs. Trop d'automobilistes préfèrent ne pas payer leur ticket de stationnement au risque de payer une amende. Le montant des amendes est inchangé depuis 1996. 600 millions d'euros perçus chaque année qui vont directement dans les caisses des communes. Aujourd'hui, le gouvernement s'est montré plus prudent. Il devrait trancher au cours de l'été. Il le verrait bien candidat en 2014 à Paris. Ce sont les 8 maires d'arrondissement UMP de la capitale qui verraient d'un bon œil la candidature de François Fillon aux prochaines élections municipales. Selon ces élus, il a la popularité nécessaire. Reste pour le Premier ministre à en avoir envie et à être disponible. Il faut encore aussi qu'il prenne pied dans la capitale. Ce pourrait être lors des prochaines élections sénatoriales de 2011. Après les échecs successifs de Philippe Seguin et de Françoise de Panafieux, l'UMP espère avoir trouvé le bon candidat. La suite du 22h, dans un instant, notre invité politique, c'est le ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives, Marc-Philippe Daubresse. Mais d'abord, ce sujet qui va l'intéresser sur un apéro géant, mais qui s'est tenu dans un lieu bien assez inhabituel. Pour ce genre de réunion, ça se passe au Sénat. C'est l'apéro Sénat avec Marie Brémaud. Un apéritif alcoolisé au Sénat pour parler du service civique, c'est l'invitation lancée par Christian Demingue sur Facebook. Au début de l'événement, il commence à s'inquiéter du profil des invités. J'aimerais avoir des jeunes, quoi. C'est ça mon stress, là. C'est vrai que moi, oui, par rapport aux invitations, mais bon. Bonsoir, ça va bien ? Car le service civique mis en place cette année s'adresse aux 16-25 ans qui veulent donner de leur temps à une association ou à une ONG durant quelques mois. Ce besoin d'engagement, je considère qu'on n'a pas le droit de le laisser en friche. Donc la jeunesse a envie de s'engager, contrairement à ce qu'on dit. Elle a envie de se battre pour des idées, pour des projets. Et le service civique, c'est un moyen de répondre à cela. Donc c'est pas quelque chose d'artificiel. Et on le voit là où il y a des candidatures spontanées de jeunes qui veulent faire leur service civique. D'une durée maximum d'1 an et indemnisé à hauteur de 440 € par mois, le service civique semble combler les attentes des quelques étudiants présents. Ça va permettre d'avoir un premier pas dans le monde du travail, de pouvoir aider les gens au sein d'associations et de pouvoir aider et en même temps de se sentir plus intégré dans la société. Peu importe le nombre d'études qu'il a fait, soit titulaire de ça ou de ça, l'important c'est la volonté, le volontariat et l'investissement, c'est tout. L'hôte de la soirée est plus que satisfait. C'est un beau succès. Et en plus, il y en a 60 jeunes qui sont restés dehors. Donc c'est un très beau succès. Nous, ça fait 1 heure qu'on attend. Sous la pluie, les recalés, eux, ne partagent visiblement pas l'avis du sénateur. C'est l'invité du 22h, le ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives, Marc-Philippe Daubresse. Bonsoir et bienvenue à vous. Alors, on vient de voir un sujet sur l'apéro du Sénat. Il faut aussi les encadrer comme les apéros Facebook ou c'est moins dangereux ? Écoutez, je trouve que l'initiative du sénateur de Muhain va dans le bon sens. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin qu'on leur témoigne de la confiance, qu'on constate, comme le montrent tous les sondages, qu'ils ont envie de s'engager. 82% des jeunes vous répondent qu'ils ont envie de s'engager. Et 2 jeunes sur 3 vous disent qu'ils seraient très intéressés pour faire un service civique volontaire. On vient de le mettre en place ce mois-ci, donc je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, les apéros géants, c'est oui à la liberté. J'ai pris position. Oui, vous avez pris position. Il y a eu un apéro géant. Mais à condition qu'il y ait de la responsabilité. Qui a été interdit à Lille dernièrement. Il y en a un autre samedi prochain qui est interdit à Agen. Est-ce qu'on va continuer à gérer ça au coup par coup ? Écoutez, il faut qu'on gère au coup par coup tant qu'on n'aura pas d'organisateur identifié en face de nous. Pourquoi ? Avec le Brice Hortefeux, on s'est mis d'accord là-dessus.
pas d'interdiction générale parce qu'on peut fort bien avoir une manifestation festive, conviviale, qui se passe bien, avec un nombre de personnes qui permettent de gérer les choses, avec des associations de prévention. Et j'ai mis en place une cellule qui permet en 72 heures, en 3 jours, de mettre en place toutes les conditions pour que ça se passe bien. Vous êtes en somme devenu, vous, l'organisateur de ces apéros géants? Oui, j'ai même fait sur Facebook, puisque j'ai un site Facebook avec pas mal d'amis. J'ai même fait appel sur le site pour dire, voilà, la manifestation de Lille qu'on est obligé d'interdire dans les conditions où elle se passe, parce qu'il n'y a pas d'organisateur identifié. On avait un risque d'interférence de 2 manifestations. Il pouvait y avoir trop de monde sur un lieu qui n'était pas adapté. On peut discuter. Moi, je veux bien servir de médiateur pour cela. Sauf que vous apercevez que beaucoup des gens qui lancent ces invitations n'ont pas forcément envie de s'engager comme les jeunes du service civique pour dire allez. Mais on y arrivera. Vous savez que ce qu'on a appelé les rave parties, les fêtes techno, qui était un gros sujet il y a quelques années, finalement aujourd'hui, on a réussi à organiser les choses. Liberté doit rimer avec responsabilité. Autre thème, Marc-Philippe de Bresse, on va parler des jeunes, de la jeunesse, on va parler d'abord des quartiers défavorisés. Est-ce qu'en remettant à 2011 la fameuse réforme des banlieues qui était très attendue, est-ce que le gouvernement ne prend pas le risque finalement de se couper avec ces jeunes, avec cette population, à moins que ce ne soit déjà le cas? Bon, vous savez, moi j'ai été ministre de la Ville il y a 5 ans. C'est un ministère extrêmement difficile. Fadela Amara fait un travail important. Mais est-ce qu'il porte ses fruits, ce travail? Non, mais ce qu'on constate, quoi, c'est ce que non, il porte pas ses fruits, disent. Non, mais je parle pas de Fadela Amara, je parle de la situation des quartiers les plus défavorisés. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça fait 5 ans, 10 ans qu'on constate que on peut mettre beaucoup de moyens sur un certain nombre de territoires. Si on ne réorganise pas, si on n'a pas une autre gouvernance du dispositif, on ne va pas en sortir. Une autre gouvernance, c'est-à-dire plus d'autonomie pour chaque... à quoi vous pensez? Pas forcément. Ça veut dire, vous voyez, Jean-Louis Borloo, il a réussi la rénovation urbaine, c'est-à-dire de transformer, de métamorphoser les quartiers, parce qu'on a mutualisé les moyens dans une même période de temps, tous les partenaires ensemble, sur un même territoire, et qu'on a réussi à faire des effets leviers considérables en termes de moyens au lieu de saupoudrer. Donc, il faut que tout le monde aide plus Fadela Amara et que les ministres, les autres participent aussi. C'est le même problème que j'ai à la jeunesse, c'est un vrai ministère de transversalité, et qu'il faut donc mutualiser les moyens et en même temps trouver le bon territoire. De mon point de vue, d'ailleurs j'avais à l'époque organisé des assises de la ville là-dessus, Pierre Monroy à l'époque sénateur, ici était de mon avis. De mon point de vue, la bonne échelle c'est l'agglomération. En région parisienne, c'est un ensemble de villes qui constituent une conurbation. Voilà. Alors, mais c'est bien cette bonne échelle-là. Toujours dans les banlieues, le responsable politique que l'on voit le plus en ce moment dans les banlieues et qui semble bien accueilli en plus, c'est Dominique de Villepin. Il a raison, il a compris qu'il y a urgence? Écoutez, moi je vois quelques images. Vous savez, Monsieur de Villepin, quand il faisait le CPE, je ne suis pas sûr qu'il ait été extrêmement bien accueilli par les jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup d'écume médiatique dans tout ça. Et je suis très sceptique sur sa démarche. Vous êtes en train de nous dire qu'il orchestre quand même ses allées en banlieue? Bon, vous savez, il a un côté Fouché qui est plus profond que son côté Talleyrand de mon point de vue. Alors, le débat sur les retraites, monsieur le ministre, occupe la classe politique, à droite comme à gauche, au détriment des jeunes qu'on oublie. Est-ce que c'est votre sentiment? Mon sentiment, c'est que dans tous les chiffres qu'on sort actuellement du Conseil d'orientation des retraites, il y en a un que j'ai jamais entendu et qui pourtant est essentiel. Si on ne fait rien d'ici 2030, il y a une retraite sur 6 qui sera payée par la dette et le déficit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une retraite sur 6 qu'on laisse à nos enfants et qu'on laisse aux jeunes et que les jeunes ont toute leur place dans ce débat. Certaines organisations étudiantes se sont manifestées et qu'ils ont droit aussi de dire un certain nombre de choses parce que c'est leur vie qui s'engage. Donc à terme, par exemple, peut-être certains peuvent se dire un système à points, ça peut être intéressant, c'est-à-dire où en fait on cotise et on a un certain nombre de points, mais ça ne peut pas être mis en place tout de suite. Donc la question c'est qu'est-ce que je fais pour résorber le déficit entre 2010 et 2030 pour éviter justement qu'on laisse la dette à nos enfants, première question. Et deuxième question, quels sont les systèmes qui les intéressent? Or je constate quoi dans les sondages? Qu'il y a une grande distorsion entre la moyenne des Français et les moins de 24 ans là-dessus. Ils vous disent même qu'ils sont, eux, prêts à cotiser pour de l'épargne retraite beaucoup plus que la moyenne des Français. Selon les chiffres, les 55-64 ans n'ont jamais bénéficié, paraît-il, d'un niveau de vie aussi élevé que de nos jours. Le contraste est frappant aujourd'hui avec une jeunesse qui connaît beaucoup de problèmes. Il y a le chômage, il y a les conditions de travail. Dans ce cas, pour financer les retraites, pourquoi ne pas faire participer ces retraités? Parce qu'il y a une solidarité intergénérationnelle. D'abord, quand vous regardez
là aussi, le niveau de vie des retraités, vous vous apercevez qu'à part quelques il y a des petites retraites, bien sûr, mais il y en a d'autres. le problème du minimum vieillesse, il y a les petites retraites, et qu'il y a finalement que 2 points de plus de pouvoir d'achat pour les retraités que pour la moyenne des Français. Et que aussi, il y a cette solidarité que connaissent bien les jeunes qui font que bien souvent, leurs grands-parents sont des soutiens importants de leur vie psychologique, mais aussi de leur vie financière pour leur donner des petits coups de main. Il ne faut pas casser tout ça. Et donc, quelque part, il faut qu'on trouve un système qui, à un défi démographique, répond par des solutions démographiques. C'est la dernière question, les plus politiques. Est-ce qu'il faut un candidat centriste pour 2012 ? Il faut une pensée centriste humaniste portée par qui ? Jean-Louis Borloo ? Qui peut être portée par une personne qui incarne la deuxième phase du quinquennat. Dessine-moi la société d'après-crise avec plus de cohésion sociale. Jean-Louis Borloo doit faire entendre sa voix. Je vais vous dire quelque chose. Vous verrez que Nicolas Sarkozy, dans cette société de crise, portera haut et fort ces valeurs-là. On a compris votre choix, évidemment. Merci beaucoup, Marc-Philippe Daubresse. La suite est du 22h. Et cette question, à présent, peut-on parler d'un regain de violence après ? Vous l'avez vu dans l'actualité, le braquage d'un fourgon hier à Marseille ou encore le récent vol de bijoux par un commando lourdement armé. Nous tenterons de répondre à cette question avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Sophie Normand. Des braqueurs de plus en plus audacieux. Hier, c'est une bijouterie du centre de Lyon qui en a fait les frais. Il est 14h lorsque 4 hommes armés de fusils d'assaut arrivent dans une voiture équipée d'un gyrophare. Les malfaiteurs sont déguisés en policiers. À l'aide d'une masse et d'une disqueuse, ils brisent les vitrines et s'emparent des bijoux. Montant du butin, 1 million d'euros. 2 des hommes seront arrêtés peu de temps après. La veille, sur une autoroute près du port de Marseille, c'est un fourgon de transport de fonds qui est la cible d'une agression spectaculaire. Vers 10h du matin, une dizaine de braqueurs cagoulés bloquent le fourgon avec des véhicules volés. Ils font exploser l'arrière et dérobent plus de 2 millions d'euros. Une scène de guerre en pleine ville. Les braqueurs n'hésitent pas à tirer sur les convoyeurs, les policiers et même les témoins de la scène. Une centaine de douilles de fusils mitrailleurs seront retrouvées sur le site du pillage. Par miracle, aucune victime n'est recensée. Mais la détermination grandissante des malfaiteurs n'a pas épargné une jeune policière municipale atteinte par 3 balles en mai dernier. Alors qu'elle pense intervenir sur un banal accident de la route sur la 4 à Villiers-sur-Marne, la policière est la cible de tirs à l'arme lourde. Elle vient en fait de croiser la route de 4 à 5 hommes armés de fusils d'assaut. Le commando est lancé dans une course-poursuite avec des policiers. Là encore, il tire sur les automobilistes qui assistent à la scène. 5 personnes seront blessées. Nos invités ce soir, c'est Charles Pellegrini. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes ancien chef de l'Office de répression du grand banditisme et vous êtes président aujourd'hui de CP Conseil. Également avec nous Frédéric Ploquin, bonsoir. Vous êtes grand reporter à Marianne, vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont Le sang des caïds. Alors première question, est-ce qu'il y a vraiment une montée d'un cran de la violence, un regain de violence, Charles Pellegrini ? Écoutez, je ne crois pas. Des vagues de banditisme, il y en a eu tout le temps. Par exemple, en 1985, il y a eu une floraison de hold-up et d'attaques de fourgons, c'était les mines magnétiques sous les fourgons et c'était le lance-roquettes. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de faits de grande violence. Il y a plusieurs explications. Peut-être que des équipes sont sorties de prison récemment. Il y a l'attrait de la tirelire. Et puis, surtout, il y a quelque chose qui change toute la donne. C'est que ce sont, pardonnez-moi le terme, des foutraques qui tirent n'importe comment, qui montent sur les coups chargés de coke pour se donner du courage, peut-être quelquefois. Et donc on assiste effectivement à une exacerbation de la violence. Mais si vous voulez, quant au nombre ou à la vague, on a déjà vu ça. D'accord. Est-ce que vous partagez la même analyse, Frédéric Ploquin, justement ? Disons qu'il y a un problème pour mesurer la violence. On ne sait pas très bien comment faire, mais ce qui est clair, c'est que là... Nous, cette semaine à Marianne, là, on a fait un gros dossier de 10 pages sur la montée de la violence, non pas dans le grand banditisme, mais la montée de la violence, entre guillemets, gratuite. Et ce qui nous frappe, c'est que c'est vrai, quand on regarde les faits divers sur... il suffit... Moi, j'ai reconstitué, j'ai remonté 3-4 ans de faits divers, hors grand banditisme, de faits divers comme ça, classiques, qui se passent. On s'aperçoit que tous les week-ends, il y a quand même quelque part quelqu'un, et plutôt 2 fois qu'une, qui, entre guillemets, pète les plombs et qui va tomber dans une violence assez extrême qui nous surprend quand on connaît la nature humaine. On a l'impression qu'on a tous un peu peut-être un fond, je ne sais pas. Ce qu'on observe peut-être, c'est qu'aujourd'hui, ils tirent
pour tuer. Non, mais je parle déjà de la violence. La violence, d'une manière générale, on a monté d'un cran. Un peu partout, il y a des gens qui pètent les plombs. Et bon, vous avez même vous êtes prof d'un enfant à l'école, il y a une mauvaise note là, vous y allez, non mais vous foutez une tarte, d'accord. Et à tous les niveaux, et dans le grand banditisme, c'est pareil. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, ils tirent avant de réfléchir. Et quand vous interrogez les flics qui sont en filature régulièrement sur des équipes, ils vous disent, ce qui frappe les policiers aujourd'hui, c'est que les gars, ils sont capables de rouler à 150 à l'heure sur la bande d'arrêt d'urgence sans penser que peut-être il y a un gamin à un moment donné qui va s'arrêter pour aller pisser. Et c'est un niveau qui, voilà. Je suis complètement d'accord, mais moi je fais un lien direct entre la drogue, ces gens-là se droguent, ils prennent des drogues dures pour se donner du courage ou pas, vraisemblablement, et après ils font n'importe quoi. Et donc effectivement, des calaches, il y en a partout. Avant c'était des pétards. Oui. Maintenant, ce sont des calaches. Il y en a partout des kalachnikovs. On a vu quand même excusez-moi, on n'a pas l'habitude des scènes de guerre quand même en pleine ville avec des automobilistes qui sont pris pour cible. Ce n'est pas commun. Ce n'est pas commun, mais ça s'est déjà vu en plusieurs endroits, des tirs à la calache sur des fourgons, etc. Et puis il y en a même qui ont tiré sur des policiers et qui ont été remis en liberté puisque leur présence n'était pas nécessaire à la poursuite de l'enquête. Moi, je dirais parce que Charles Pellegrini a beaucoup travaillé sur les voyous d'avant. Ce qui frappe quand on regarde avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en gros, ils avaient parfois effectivement des armes de guerre. On a vu même apparaître des lance-roquettes et des choses comme ça. Mais en réalité, ils les amenaient pas forcément sur leur braquage pour s'en servir, mais en gros pour neutraliser la situation, pour que personne ne bouge. Et c'est ça la différence entre ces braqueurs-là et ceux qu'on voit là. C'est que ceux-là, non seulement ils s'en servent, mais ils s'en servent même pas pour tirer en l'air, parce que ça aussi, ça serait une possibilité. Quand vous avez un lance-roquette, soit vous en servez juste pour que le convoyeur ouvre la porte, le convoyeur de fond, le convoyeur de du fourgon. Soit vous faites ça juste pour qu'il ouvre la porte, soit vous tirez en l'air pour tenir les gens à distance. Et là, ce qui s'est passé à Marseille, c'est un cran au-dessus. Non seulement ils tirent pas en l'air, mais ils tirent à hauteur d'homme. Donc voilà. La grosse différence, c'est qu'avant c'était de la technique et maintenant ce sont des fous furieux. C'est vraiment le gros paradoxe. Charles Pellegrini, comment on lutte contre ça? Les policiers sont toujours armés de la même façon, équipés de la même façon. Est-ce qu'il faut lutter en amont, puisque vous parlez de ces gens qui peuvent ressortir? Vous parlez aussi d'un problème sous-jacent, c'est le trafic de drogue. Oui. Écoutez, par exemple, quand on fait une saisie de 300 kilos de cannabis en banlieue, on trouve 5 ou 6 kalachnikovs, ça devient courant. Alors pour la police, ils sont armés pareil, mais on ne va pas non plus se livrer à une guerre de rue. Ils ont des armes nouvelles qui sont des armes scientifiques. L'ADN est quand même une aide considérable. Et quand même, il faut reconnaître, ils sont sur la piste des assassins de la policière municipale. Ils ont éliminé à Lyon une partie et non la moins violente de ça, et ils arriveront sur le... Donc, si ils ont retrouvé le butin, voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a la police, elle se sert des atouts de la science. Compléter sur la drogue, ce qu'a dit tout à l'heure Charles Pellegrini, c'est vrai que moi, pour avoir fait parler un certain nombre de voyous, entre guillemets, ranger des voitures à la retraite, qui ont braqué des banques dans les années 70, 80, 90, c'est vrai que j'ai l'occasion d'en rencontrer, de les écouter. Je remarque que pratiquement tous disent qu'effectivement, ils allaient sur leur coup à jeun. Et que la plupart, d'ailleurs, de ceux qui sont encore en vie aujourd'hui, vous disent, ils n'ont même jamais fumé un joint de leur vie. D'accord. Et aujourd'hui, quand vous avez l'occasion d'en parler, ils sont beaucoup plus difficiles pour moi, journaliste, à approcher d'ailleurs. En fait, ils sont obligés pour aller sur leur coup, effectivement, de se bourrer d'amphétamines, de cocaïne, de speed. Et effectivement, à partir de là, on contrôle beaucoup moins la situation. C'est clair. Donc vous dites qu'il n'y a pas finalement une montée de la violence, il y a des coups qui se préparent différemment, qui sont plus violents, mais pas plus de violence en nombre, c'est ça. Je dirais qualitativement quand même, c'est une forte poussée de violence gratuite. Il y a eu des policiers qui ont été tués. Il y a eu des policiers qui ont été tués dans les années 70, 80, et vous partagez 90. Cette analyse. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce débat. La dernière page du journal à présent, c'est le décryptage de l'actualité économique avec Jean-Louis Gombaud. Et dans l'actualité, aujourd'hui, c'est l'ancien patron de Vivendi, Jean-Marie Messier, lors de l'ouverture du procès à Paris, qui l'oppose à l'association des petits porteurs actifs. Il a commencé à faire son mea culpa en parlant d'erreur, mais pas de faute. On en parle avec vous, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on lui reproche, Jean-Marie Messier? Alors ces petits actionnaires lui reprochent beaucoup de choses, manipulation de cours, diffusion d'informations trompeuses, d'abus de biens sociaux. Ils disent, écoutez,
On nous a dit que la trésorerie était pléthorique, en fait elle était vide. On nous a dit que l'entreprise n'avait pas de dette, en fait compte elle en avait pour 19 milliards d'euros. Il nous disait la société va mieux que bien, selon son expression. Quelques mois avant qu'on annonce des pertes de 13,6 milliards, ce qui ne s'était jamais vu dans l'histoire du capitalisme français, de telles pertes. Alors il faut bien voir que Jean-Marie Messier est à la tête d'une entreprise et son idée, il est sur une stratégie qui est très coûteuse. Et son idée, c'est qu'à terme, ça va finir par payer. Bien sûr, c'est cher au début, il achète beaucoup d'entreprises, mais ça va finir par payer. Et donc, il faut bien raconter quelques histoires, quelques bobards, pour que les actionnaires prennent patience jusqu'au point où il va racheter lui-même, sa propre société, va racheter jusqu'à 10% du capital de Vivendi afin de soutenir encore l'action. Mais ça n'a jamais payé. Et un jour, 2002, c'est pratiquement la déconfiture générale. Et Jean-Louis, quelle est sa stratégie au cours de ce procès à lui? Alors c'est compliqué à savoir, à décrire, parce qu'en fin de compte, Jean-Marie Messier est un homme qui, lorsqu'il a 40 ans, il est banquier d'affaires, il se trouve propulsé à la tête de la Générale des Eaux, qui est une entreprise de circulation et d'assainissement des eaux, une entreprise de 220 000 salariés, le plus gros employeur de France, lui qui n'a jamais dirigé que des petites équipes, un petit bureau de quelques personnes seulement. Et à l'intérieur de cette Générale des Eaux, il trouve qu'elle est vieillissante, une vieille boîte très dominante, très importante, mais vieillissante. Il trouve une espèce de pépite qui s'appelle la SFR, qui existe toujours aujourd'hui, de la téléphonie mobile. Et brusquement, lui vient cette idée, mais enfin, c'est du téléphone. Pourquoi je ne vais pas avoir en même temps le tuyau et puis le contenu, c'est-à-dire faire passer des programmes à l'intérieur de la communication. Mais pour réussir cette stratégie, il faut acheter tellement de contenu, il faut acheter tellement de contenants, tellement de relais, d'antennes, etc., qu'il se lance dans des acquisitions Canal+, Havas, des Universal, des sociétés américaines, même parfois des petites boîtes, par exemple l'Olympia. Enfin bref, il arrive à des accusations. Et on se demande si quelque part, il y a de la stratégie ou un homme qui pète les plombs, qui se retrouve propulsé à la tête des médias, qui pose des actrices, enfin des choses, des Hollywood, et tout ça qui lui fait tourner la tête. Qui lui fait tourner la tête, exactement, et qui lui empêche de voir l'essentiel, qui lui empêche de voir qu'effectivement il est en train de déraper. Et alors la question qui se pose, c'est est-ce que les vrais responsables ne sont pas là? Parce qu'en fin de compte, il y avait quand même des gens qui sont payés pour surveiller un PDG et ses folies, et notamment les membres du conseil d'administration. Ils ne sont pas là. Et enfin, ensuite, nous sommes 8 ans après les faits. La justice a donc mis 8 ans pour élaborer le dossier de Vivendi. Ça paraît absolument extravagant comme temps. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette analyse. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'une des principales informations. C'est Israël qui accepte sous la pression internationale de libérer ce soir tous les membres de la flottille qui étaient, je vous le rappelle encore, détenus sur place. Et on vient d'apprendre à l'instant l'arrivée à Ankara d'un avion turc transportant donc 2 militants blessés. Voilà pour ce journal. Restez avec nous évidemment. Votre soirée se poursuit sur Public Sénat. Moi, j'avais dit au médecin, mais alors si mes 2 sœurs sont compatibles, comment on va faire pour choisir? Je pense que c'est plus facile de donner que d'en recevoir. Et puis il m'a dit, tu sais, maman, le jour où je crève, tu peux tout donner parce que j'aurai plus rien besoin. Donner ses organes alors que l'on est en bonne santé. Recevoir ou encore savoir donner au nom de celui qui vient de mourir. Des femmes et des hommes parlent de moments qui ont changé leur vie. Nous, on est une famille en détresse pour 8 familles qui sont dans la joie et dans le bonheur. Un nom d'honneur, j'y pense tous les jours. Ah ouais. 6 personnages en quête d'éthique, un documentaire de Michel et Bernard Dalmolin, dimanche à 9h sur Public Sénat, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne.
Mon invité offre 2 bonnes raisons d'être optimiste. La première est qu'on peut être entrepreneur même si on a fait philo à la Sorbonne et pas une école de commerce. La seconde, c'est que ceux qui ont la fibre créatrice et le goût du risque, eh ben, ils ne sont pas tous partis à l'international, même s'ils sont très nombreux. Créé il y a 15 ans, son groupe est présent dans une dizaine de pays, dont maintenant la Chine. Il emploie 500 personnes pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros et l'aventure ne fait que commencer. Pierre Lasserie, le PDG du groupe Lovendal Massaï, est l'invité de Leader. Pierre Lasserie, d'abord j'aimerais qu'on comprenne ce que c'est que votre société qui fait de l'optimisation des coûts. En fait, vous débarquez, entre guillemets, tels les cow-boys, dans une entreprise pour essayer de faire en sorte que cette entreprise économise un peu partout ce qu'elle peut économiser, c'est ça? Ou je caricature un peu? Oui, nous faisons du conseil en optimisation de coûts sur un certain nombre de postes, comme les charges sociales, la fiscalité ou les achats. C'est-à-dire que vous prenez tout ça, puis vous leur dites, là, vous pouvez économiser ça, en fonction de tel règlement, telle loi, tel avantage, etc., c'est ça? Voilà, il existe beaucoup d'économies potentielles dans les entreprises qui sont en général non révélées. Et notre métier, nous avons des experts très qualifiés qui sont là pour identifier ces gisements d'économie et les mettre en œuvre. Et la particularité de ce type de consulting, eh bien, c'est que nous sommes rémunérés en fonction des résultats et nous avons une capacité à prendre en charge la totalité du processus. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se battre avec le client sur la part du travail qui nous incombe ou celle qui lui incombe. On est en train de dire, confiez-nous la recherche et on ira jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention des économies sonnantes et trébuchantes. Est-ce que ça veut dire que le client, donc j'imagine d'abord ce sont surtout des grands groupes parce qu'il faut être plutôt un grand groupe ou en tout cas une société importante pour faire appel à vous, sinon c'est pas intéressant pour vous ni pour eux, non? Alors écoutez, ça concerne effectivement des grandes entreprises qui ont choisi de confier à des experts très spécialisés des points très précis, puisque la fiscalité c'est compliqué, les charges sociales aussi, elles n'ont pas forcément les ressources en interne, même si elles sont grandes, mais ça concerne bien évidemment aussi de nombreuses PME qui sont à la recherche d'économies parce que la récession récente, parce que l'accès au crédit difficile. Pierre Lasserie, si j'ai 20 personnes, je peux pas faire appel à vous, j'ai pas les moyens de faire appel à vous, ou en tout cas je vous intéresse pas parce que d'abord, est-ce que vous rémunérez vraiment uniquement sur les économies que vous faites? En clair, vous dites sur les 1 000 euros, moi je vais prendre 20% par exemple d'économies, c'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est vraiment la promesse de Lovendal Massaï, c'est vraiment pas un centime, pas un euro hors ce que vous réussissez à économiser. En clair, si vous allez chez quelqu'un et que vous n'économisez pas, vous repartez comme vous êtes venu. C'est l'idée. Après, il est parfois nécessaire d'avoir un petit peu de financement pour les missions, parce que parfois, sur des très grandes entreprises qui nous missionnent dans 10 pays, sur des projets qui vont durer 18 mois, vous imaginez bien qu'on peut pas... Voilà, on est comme tout le monde, on a un besoin en fonds de roulement à assurer, et donc il y a parfois besoin de faire des systèmes d'avance ou des choses comme ça, mais globalement, l'idée c'est qu'à la fin de la mission, on dira... Voilà ce qui a été économisé et c'est contradictoire avec le client. Et voilà le pourcentage qui peut être par exemple de 20, parfois plus, parfois moins selon.